même si pour moi, il n'a encore rien prouvé. Et ben, on parle plus de lui maintenant, alors qu'il n'a rien fait en MMA. À l'époque, quand il était champion de kickboxing. Mais tu sais, il a comme du retard. Les mecs en face, c'est des mecs qui sont très très bons au sol, très bons en lutte. Donc s'il arrive à bien gérer sa lutte et à rester debout, bah ouais, ok, il peut faire du dégât, parce qu'il est très puissant, Cédric. Mais à la fois, il a intérêt à vraiment se déplacer. Il faut vraiment qu'il adapte sa boxe au MMA. Et aujourd'hui, il a boxé personne. Donc en fait, on ne peut pas vraiment juger son niveau. Il a boxé un ancien élève à moi, qui s'appelle Florent Bouillon. Mais je suis désolé, mais Florent, il avait 2 combats, 2 victoires. C'était même pas professionnel. Donc le niveau de Cédric, on ne peut pas vraiment juger encore MMA. Pour moi, il a encore boxé, combattu personne. Mais Marlon, tu vois, pour moi, lui, c'est le mec vraiment. S'il y a un gars sur qui je miserais, j'aurais misé sur lui, moi. Parce qu'il battait tout le monde. Au sol, c'est un tueur à gage. Il finalise des mecs sur ceinture noire. Il a vraiment très gros niveau. C'est dur de le finaliser. En la boxe, bah, il a une boxe qui est atypique. Il vient du striking à la base, donc il est très bon en la boxe, mais il est très très fort au sol. Et en la lutte, il est bon. Donc c'était vraiment le gars qui était complet. Une boxe très typique et gagnait beaucoup de combats par KO, par soumission. Donc c'était vraiment le gars pour moi qui, lui, je pense, reste quand il est venu chez moi, tu vois. D'entrée de jeu, il voulait combattre MMA et réussir. Et d'entrée de jeu, je lui avais dit, t'inquiète pas, je t'emmènerai à l'UFC. Tu vois, et à un moment donné, dans sa carrière, je me suis un peu pris la tête avec lui, où j'ai commencé à lui rentrer dans la tête pour lui dire, écoute, maintenant, t'arrêtes tes conneries, je suis fatigué, de ci, de ça. Donc, à un moment donné, dans sa carrière, il a commencé à trouver des excuses avec tout le monde, il conseille, il rigole. Il fait pas la star. Donc, il est très humble, très accessible, je pense très, très gentil, très généreux. D'ailleurs, il m'a promis que le jour où je reviens au Brésil, qu'il ferait un sparring avec moi. For the victory lap, though. Wow. Bonjour à tous et bienvenue sur The Fight Club. Aujourd'hui, on reçoit quelqu'un que j'apprécie particulièrement, fondateur de la team Esbiri et de l'Urban Fight, Fouad Esbiri. J'espère que vous avez la forme. Plaisir, partagez. Je suis content aussi d'être avec vous et de partager un petit moment avec vous. Fouad, entrer directement dans le bain, la team Esbiri, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça représente? La team Esbiri, c'est un club que j'ai fondé il y a plus de 20 ans maintenant. Voilà, qui regroupe en fait la boxe thaï, kickboxing, grappling et MMA. Voilà, et un peu d'urban fight aussi. Tu l'as dit, tu es aussi dans le domaine du MMA. Ton rapport avec le MMA, c'est quoi, toi, concrètement? C'est-à-dire? Concrètement, le MMA aujourd'hui, toi, quel est ton rôle dans ce domaine-là? D'accord. Alors, moi, je me suis un petit peu écarté maintenant des sports de combat, les sports. J'ai toujours mon club, j'ai toujours le Esbiri, je donne toujours des cours, mais beaucoup moins présent. J'ai mis des gens maintenant, des élèves à moi qui le gèrent. Moi, je voyage beaucoup et je me concentre sur d'autres projets. Mais donc, en gros, on a 3 entraînements par semaine de MMA, 3 de boxe thaï et 2 de grappling. Voilà. Parce que le MMA, c'est et de lutte aussi. On a de lutte aussi. On a 2 cours de lutte. Et justement, pour rester sur le domaine du MMA, j'ai vu que récemment, toi aussi, tu as réagi à la défaite de Cyril Gane. Cette défaite, pour toi, elle souligne quoi? C'est-à-dire, pourquoi il a perdu ou qu'est-ce que c'est? Ben, quelle a été ta réaction après cette défaite? Qu'est-ce que tu t'es dit en premier? Forcément, beaucoup de déception qu'il n'ait pas pris le combat suffisamment sérieusement. Moi, je pense que c'est juste d'un point de vue mental. Le fait qu'il se montre en train de jouer, qu'il montre qu'il était cool, ça veut dire que c'est une manière de fuir le combat. C'est déjà de trouver des excuses. Oh, moi, je suis cool. Voilà, de toute façon, je pense qu'il y a une grosse pression et il n'a pas su, je pense, la gérer. Il ne s'est pas suffisamment préparé. Donc, du coup, c'était une manière de lui de fuir, de montrer en train de jouer, d'être relax, de faire un cœur à John Jones et compagnie. Mais après, ce que non plus j'ai pas apprécié, c'est que tout le monde l'a descendu en fait. Oui, d'accord, il a fait un combat qui était pas terrible, il aurait pu montrer mieux, mais il faut pas oublier que c'est John Jones et qu'on peut pas descendre un gars qui arrive à l'UFC, qui fait une finale et dire qu'il est nul et l'insulter. C'est-à-dire que le combat d'avant, c'est un héros et d'un coup on le justifie, tu vois, on lui tire dessus et tout le monde s'est tiré enfin tout le monde a tiré dessus. Et je trouve pas ça correct. On peut pas passer c'est cool, t'es un mec bien, puis finalement, t'es pas un mec pas bien. T'es un champion, puis tu l'es pas. Bon, il a fait une erreur, il a fait une grosse boulette, mais qui n'a pas perdu en combat, qui n'a pas fait une mauvaise passe. Il a mal géré le combat, il a peut-être sous-estimé, il s'est peut-être, pour moi, pas suffisamment préparé mentalement. Le game plan, je pense qu'il n'a pas été aussi peut-être adéquat. Enfin, mais il faut pas oublier, c'est quand même John Jones aussi. C'est pas n'importe qui. C'est un mec c'est un extraterrestre. C'est une grosse référence. Donc voilà, faut minimiser sa défaite aussi.
Je suis d'accord avec toi. Et justement, qu'est-ce que tu conseillerais à Cyril de faire pour revenir à un meilleur niveau? Parce que là, sur ce combat, concrètement, toi, tu l'as dit, moi, je suis d'accord avec toi, ça a été un problème mental. Je pense que tout ce que représente John Jones a été décuplé fois 10 dès qu'il a été devant lui. Tu lui conseillerais quoi? Parce qu'il a l'air de présenter certaines lacunes au sol. Est-ce que toi, tu aurais quelques conseils? Peut-être aller à l'étranger ou quelque chose comme ça? Bah, après, le conseil que je donnerais déjà, c'est déjà d'analyser sa défaite. Qu'est-ce qui fait qu'il a perdu selon lui, tu vois, pas que ce que les gens disent. Après, nous on dit qu'il y a des lacunes au sol, mais peut-être qu'il a travaillé le sol et qu'il n'a pas réussi à avoir le niveau. On peut pas. En fait, c'est pas parce que tu vas t'entraîner 1 mois, 2 mois, 3 mois, Bien tu vas sûr. passer un retard de 10 ans. Il faut oublier que John Jones, ça fait depuis qu'il est tout petit qu'il fait de la lutte. Et c'est un lutteur, donc tu peux pas tout rattraper en 3 ans, en 3 mois ou en peu de temps, rattraper un niveau. C'est impossible, faut pas se mentir. Donc oui, travailler le sol, c'est bien beau, mais il faut pour moi, il a dû travailler plutôt sa défense de sol et ne pas aller au sol. Plus facile la défense, c'est plus facile à travailler, surtout sur son point fort, lui, qui est le striking, plutôt que de vouloir travailler un point faible, qui de toute façon, il n'aura jamais assez le temps pour le travailler. Je ne sais pas si c'est clair ce que je dis. Oui, oui, À un oui. moment donné, ok, c'est son point faible, mais il ne faut pas se mentir. Pour être ceinture bleue aujourd'hui en jiu brésilien, c'est 2 ans. Donc voilà, donc lui, combien de temps ça fait qu'il prépare ça? Mais c'était pas en un combat qu'il allait pouvoir attraper un niveau, c'était impossible. Donc à un moment donné, c'est où on compense et on travaille sur ses points faibles si c'est pertinent, ou alors on travaille ses points forts qu'on optimise. Et pour lui, ça aurait été plutôt judicieux de plus chercher à la défense plutôt que de travailler l'attaque ou le sol. C'est trop peu de temps. Et puis c'est John Jones. Je suis d'accord avec toi. Là, on va passer à un sujet important. Il y a quelques années en arrière, si je t'évoque le nom José Aldo, qu'est-ce qui te vient tout de Ouais, suite à l'esprit? Il a rencontré José Aldo. Explique-nous, qu'est-ce qui te vient tout de suite à l'esprit? Parce qu'on a vu que tu es allé dans sa salle, que tu as échangé avec lui, que tu as mis les gains avec les combattants de sa structure. Quelle a été cette expérience? Comment c'était? Alors déjà, c'était ouf. C'était l'expérience du Brésil en règle générale, la culture, euh, rencontrer des gens, bouger, voyager, s'entraîner, enfin, un changement. Donc c'était vraiment l'aventure qui était déjà ouf. Et puis après, bah, quand tu vas dans la salle de José Aldo, qui était considérée encore actuellement comme l'une des meilleures salles de MMA au Brésil, même si beaucoup de champions maintenant vont aux États-Unis dès que les mecs sont très très forts, ils partent, mais ça reste encore un club référence. Et d'aller se mesurer dans le berceau du MMA, parce que le MMA, il ne faut pas oublier qu'il vient à la base du Brésil avec le Vale Tudo. Je sais pas si tu connais l'histoire un peu du MMA ou pas? C'est ça où, ouais. Qu'est-ce que tu sais du MMA? Tiens, peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas. Déjà, moi, quand je pense MMA, la famille Gracie. Ok. De suite, automatiquement, c'est ce qui me vient à l'esprit. C'est pour moi ceux qui ont été un peu je ne vais pas dire les précurseurs, mais ceux qui ont été un peu à l'origine, si tu veux, de moi, de ma connaissance à moi. Non, non, Après, c'est les précurseurs. C'est vraiment, comme tu dis, c'est vraiment les précurseurs à l'origine. En fait, donc, pour raconter un peu, pour ceux qui ne le savent pas, vous allez voir que c'est intéressant et vous allez comprendre pourquoi on est allé au Brésil. Parce que le MMA, il vient du Brésil. À l'époque, les joueurs brésiliens, les Gracie, ils ont développé leur propre art qui s'appelle donc le jeu brésilien qui est connu maintenant, où c'était un maître japonais qui était venu au Brésil. Et puis, il s'est entraîné avec un des Gracie, il l'a formé et compagnie. Puis après, l'autre, il l'a développé. Et quand ils ont vu qu'ils ont bien développé leur système, ils se sont dit maintenant, nous, on va prouver que notre système, c'est le plus fort. Et ils ont commencé à organiser des compétitions au Brésil. Et ils ont pris des boxeurs, karaté, ils ont pris un peu de tout le monde. oui, Et eux, ils voulaient montrer que c'était eux les plus forts. Et ils faisaient des tournois avec de l'argent, il y avait de l'argent à gagner. Ceux qui gagnent, ils gagnent de l'argent, bref. Et ils ont pratiquement tout éclaté à ce moment-là. Et c'est là après où ils sont partis, ils ont rencontré un businessman américain où ils ont créé l'UFC. Après, ils en ont fait un, deux, je crois au troisième, ils ont vu que il y avait trop d'argent, que c'était pas ce qu'ils voulaient, hein. Ça ouais. dépassait un peu ce qu'ils voulaient, le côté bling. Et après, ils ont vendu leur part, et c'est là, je crois que Dana White, je crois qu'il est, je sais plus si à ce moment-là, Dana White, il a repris ou il a acheté ou pas, mais en tout cas, ils ont vendu leur part, mais à l'époque, le MMA, il est créé pour les, que les Gracie montrent que le jiu brésilien, c'était le sport le plus fort qui puisse exister. Et à ce moment-là, c'était vrai. Mais ce n'est plus le cas maintenant. C'est là où on voit que ça a aussi évolué. Et justement, José Aldo, quand tu l'as rencontré, quand tu as pu échanger avec lui, qu'est-ce qui prédominait chez lui en termes de, je sais pas moi, de Franchement, personnalité? c'est un personnage très humble, très accessible. Tu vois, vraiment, tu le vois quand il vient, il parle avec tout le monde, il discute avec tout le monde, il conseille, il rigole. Il fait pas la star. Donc, il est très humble, très accessible. Je pense très, très gentil, très généreux.
D'ailleurs, il m'a promis que le jour où je reviens au Brésil, qu'il ferait un sparring avec moi. Donc ça, c'est acté. Donc normalement, si on retourne et qu'il y est quand on devait faire ça en fait avec le Covid. La première année, il y a eu le Covid. Après le Covid, il a planté tous nos projets. Ils sont tombés à l'eau. Mais si je retourne au Brésil, qu'il y est, je ferai un sparring avec lui. Ça, c'est une évidence. Et José Aldo, pour revenir, pour moi, c'était le gars qui représentait la boxe thaï un peu. Même si lui, il est aussi ceinture noire du brésilien. Il est très très fort du brésilien. Mais son système de combat, et il gagne tous ses combats essentiellement sur du striking, des low kicks très agressifs, un bon striking très agressif. Et puis, il ne faut pas oublier, avant qu'il perde contre Conor, il était invaincu, je crois, pendant 7 ans quand même. Donc c'est un gars qui a fait le ménage. Sa catégorie est invaincu pendant 7 ans. Il a vraiment tout défouraillé avec sa violence, son agressivité. Et ce qui est marrant, c'est que José Aldo, il est très violent sur le ring, mais après, dans les toujours, il est super cool. Il ne faut pas le chercher, parce que c'est un bagarreur. mais c'est un gars qui est très gentil, très cool. À l'inverse de certains qui, dans la toujours, c'est des on peut pas dire un nom, mais des faibles, on va dire. Et après, ils font les beaux quand ils sont sur le ring, alors que lui, voilà, son ring, il est fort, mais il est aussi fort en dehors. Ben, je trouve que ça, c'est une caractéristique de beaucoup de combattants qui sont des champions, c'est-à-dire d'être très violents, très agressifs dans la cage, mais en dehors, c'est vraiment des personnes très humbles, très ouvertes aux gens. Donc, c'est quelque chose, franchement, c'est une caractéristique que moi, je trouve très honorante. Et toi, justement, dans ta carrière, tu as eu l'opportunité de préparer plusieurs combattants. Il y a un combattant particulier qui est français, Fares Ziam. Fares, toi, tu l'as eu pendant quelques années. Comment tu juges son évolution jusqu'à aujourd'hui? Alors Fares, quand il est venu chez moi, tu vois, d'entrée de jeu, il voulait combattre MMA et réussir. Et d'entrée de jeu, je lui avais dit, t'inquiète pas, je t'emmènerai à l'UFC. Tu vois, et il pourra témoigner. Et je savais qu'il y arrivait parce que c'est un gars qui a du potentiel, qui apprenait très très vite et puis qui était déterminé, tu vois. À un moment donné, dans sa carrière, je me suis un peu pris la tête avec lui, où j'ai commencé à lui rentrer dans la tête pour lui dire, écoute, maintenant, t'arrêtes tes conneries, je suis fatigué, de ci, de ça. Donc, à un moment donné, dans sa carrière, il a commencé à trouver des excuses. Il faisait une fac de sport, lui faire STAPS. Et donc, il faisait beaucoup de sport, fatigué. Et donc, des fois, l'entraînement, il ne se donnait pas à fond. Puis, 2 fois où je me suis vraiment fâché avec lui, et il a eu un bon déclic. Et depuis ce jour-là, il s'entraîne vraiment très, très dur. Et parce qu'il s'entraîne dur et qu'il accepte sa souffrance, que je dis, OK, bah, toi, tu pourras aller loin. Plus son niveau, où il était déjà bon au sol, il était très fort à la boxe, il était un peu bon de partout. Mais il avait comme il était voilà, très très fort en striking et il se débrouillait très très bien au sol. Donc ça faisait de lui un gars qui pouvait vraiment aller loin. En tout cas, moi j'ai cru en lui dès le départ. Et je ne me suis pas trompé. Tu as bien raison. Déjà, gros big up à lui parce que avant qu'il soit éjecté de l'UFC, beaucoup de personnes le critiquaient. Il est revenu de la meilleure des manières. Moi, j'étais sur place. Sa performance, elle a été de très haut niveau. Donc, grosse force à lui. Toi, Fouad, tu es issu du pied-point. Tu as eu de multiples titres, champion du monde, champion d'Europe, etc. Là, en ce moment, il y a Cédric Doumbé. Lui, il est issu comme toi du pied-point. Il a fait sa transition vers le MMA. Tu en penses quoi de cette transition? Bah, de toute façon, ouais, aujourd'hui, si tu veux briller, réussir, c'est fini. Même la boxe anglaise, c'est quasiment mort. Il y a encore de l'argent, il y a encore de l'enjeu dans la boxe anglaise parce que c'est le noble art et c'est tellement ancré dans la tête des gens, des sponsors, du show. Donc ça va un peu brister. Mais tout ce qui est kickboxing, boxe thaï, c'est l'existence, c'est fini. Il n'y a rien en boxe thaï. Et kickboxing, à part la glory, il n'y a rien. Donc si toi, tu veux performer et que tu veux réussir, gagner de l'argent et devenir une star et montrer ton niveau, te mesurer aux autres, parce que quand on est compétiteur, ce qu'on veut, c'est voir notre niveau et nous challenger. Il y a un peu d'ego, mais voilà. Bah, en kickboxing, c'est mort. À part la Glory, le ONE FC, il y a le ONE FC un petit peu qui font du K1. Il n'y a rien, en fait. Alors que l'UFC, enfin, le MMA, tu as au moins, je sais pas, peut-être 15 grosses organisations. Alors que tu as vu, je te dis, en kickboxing, il y en a peut-être 2 ou 3. Oui. Le boxe là, il n'y en a aucune. Donc, en fait, à un moment donné, si toi, tu veux si tu veux performer, voilà. Et le MMA, grâce à l'UFC, grâce aux Américains, bah, c'est devenu très populaire, qui fait que le MMA a réussi à faire ce que la boxe thaï et le kickboxing n'a jamais réussi à faire. Kickboxing, boxe thaï, c'est toujours été considéré comme un sport de voyous, de racailles, violents et tout ce qui s'ensuit. Alors que le MMA, il a conquis le monde. Et aujourd'hui, quand tu vois que Donald Trump, président des États-Unis, quand il était président, il est parti à l'UFC. Tu te dis, attends, c'est un truc de fou. Jamais tu vois, et là, tu vois que le président des États-Unis va faire un show à l'UFC, c'est que l'UFC a conquis le monde. Enfin, le MMA a conquis le monde. Et du coup, le MMA ne souffre pas de l'image de la violence, alors que c'est plus violent, plus complet, que de la boxe thaï kickboxing. Kickboxing, boxe thaï, on a gardé une étiquette et on n'a jamais réussi à s'en défaire. Même si à l'époque, à un moment donné, le K1 avait réussi en créant des personnages, mais le K1 s'est arrêté.
La Glory, ils ont essayé, mais ça n'a pas plus marché que ça. Donc, Doumbé, il va au MMA. Bah, c'est une suite logique. S'il veut gagner de l'argent, être connu, populaire, regarde, il était à la Glory. Il a gagné plein de titres de champion du monde. Mais est-ce qu'il était vraiment connu? Pas plus que ça. Maintenant qu'il commence à parler dans les médias et à dire qu'il va se lancer dans le MMA, même si pour moi, il n'a encore rien prouvé, et ben, on parle plus de lui maintenant, alors qu'il n'a rien fait en MMA, à l'époque quand il était champion de kickboxing. Donc, ça veut dire que c'est une suite logique, en fait. Et est-ce que toi, concrètement, tu le vois performer à très haut niveau? Franchement, c'est difficile à dire. C'est difficile à dire parce que, a priori, il se débrouille bien au sol. A priori, il est bon, il apprend vite. Voilà. Mais tu sais, il a comme du retard. Les mecs en face, c'est des mecs qui sont très très bons au sol, très bons en lutte. Donc, s'il arrive à bien gérer sa lutte et à rester debout, bah ouais, ok, il peut faire du dégât parce qu'il est très puissant, c'est vrai. Mais à la fois, il a intérêt à vraiment se déplacer. Il faut vraiment qu'il adapte sa boxe au MMA. Et aujourd'hui, il a boxé personne. Donc en fait, on ne peut pas vraiment juger son niveau. Il a boxé un ancien élève à moi qui s'appelle Florent Bouillon. Mais je suis désolé, mais Florent Bouillon, il avait 2 combats, 2 victoires. C'était même pas professionnel. Donc le niveau de Cédric, on ne peut pas vraiment juger encore MMA. Pour moi, il a encore combattu personne. Donc quand il va commencer à combattre des mecs qui sont très très forts au sol et en lutte, et qu'il arrive à les gagner, là on pourra dire, ok, là il a un niveau. Mais pour le moment, la vérité, c'est une équation, c'est une énigme. On ne sait pas. Enfin, en tout cas, pour moi, je ne pourrais pas dire qu'il va réussir. Il a le potentiel parce qu'il a le charisme, il sait faire il est très très fort en communication, donc ça a attiré l'attention sur lui, un peu comme Conor McGregor. D'ailleurs, à l'époque, on disait que c'était le Conor du kickboxing. Donc, tu vois, il sait attirer les médias vers lui, il sait faire du buzz, il est très intelligent, il sait y faire, il joue un rôle, il est très intelligent. Mais être intelligent, c'est une chose. Maintenant, il a réussi à assumer quand c'est du kickboxing. Il va falloir qu'il assume à la boxe. Et là, c'est en MMA. Et franchement, c'est pas gagné. Hein. C'est vraiment pas gagné. Il a le niveau, il a le potentiel, mais oui et non. On va dire que c'est oui et non. Je sais pas si c'est assez clair. Non, je suis d'accord avec toi. Ça va dépendre de son niveau au sol et à la lutte. Et s'il n'a pas de défense et qu'on l'emmène facilement au sol et qu'au sol il sait rien faire, bah, il est fini. S'il n'a pas un bon niveau en lutte, qu'il a un petit niveau, mais que les mecs ils l'emmènent facilement au sol et qu'au sol il se retrouve en galère, c'est fini pour lui. Donc pour moi, je ne me prononce pas, c'est difficile à dire. Je suis d'accord avec toi, c'est toujours dans la tête. De toute façon, vu qu'il est un peu novice dans le sport, il a que 4 combats. Donc, au fur et à mesure où ça évoluera, je pense qu'on pourra mettre plus d'objectivité dans son ascension. Toi, Fouad, pour en revenir à toi, tu as eu un parcours assez parsemé d'embûches. Déjà, très, très, très jeune, tu avais été un petit peu mis de côté par tes camarades sur les bancs de l'école. Ensuite, on n'avait pas spécialement cru en toi. C'est l'histoire, toi. Quand je prends des personnes en interview, j'essaie de me renseigner un maximum. Et du coup, je disais que même quand tu as passé ta licence, on n'avait pas spécialement cru en toi. On t'avait directement dit que voilà, ça allait être très compliqué pour toi. Aujourd'hui, tu coaches des personnes de renommée internationale. Tu as coaché Karim Benzema, on l'a dit, Fares. De quoi tu es le plus fier aujourd'hui? En vrai, aujourd'hui, on va dire que là où je suis le plus fier, c'est d'arriver là où personne ne m'attendait et toujours dire, en fait, moi, depuis que je suis jeune, on me disait que c'était impossible. Et en fait, c'était d'arriver à transformer ce possible ce impossible en possible. Et donc, arriver là où je suis arrivé, mais en ayant, comme tu as dit, un parcours très atypique. Je me suis spécialisé dans la préparation physique et mentale pour les footballeurs, alors que je ne viens pas du football. Je ne joue pas très bien, je ne suis même pas le football, je ne sais même pas qui c'est qui est premier, deuxième. Récemment, on m'a invité pour aller voir Lyon-Marseille. J'étais bien placé derrière les joueurs de foot parce que j'ai entraîné énormément de joueurs de l'OL, tu vois. Donc voilà, mais sans plus. Tu vois, là, par exemple, vendredi, j'ai une séance avec des rugbyman professionnels. Donc j'avais déjà fait la préparation physique et mentale du club de rugby du Loup. Tu verras dans les stories, tu verras avec les gros bonhommes. Là, on m'a ressollicité, mais je connais rien au rugby à la base. Mais rien du tout. Quand on m'a contacté pour faire la préparation physique et mentale, je suis arrivé devant le président, il y avait un staff. Je lui ai dit, OK, si vous voulez un bon truc, c'est moi qu'il faut prendre. Mais je connaissais rien. Donc après, c'est là où j'ai commencé un petit peu à me renseigner, un peu connaître les contraintes du sport. Et ça a bien marché parce que la preuve, ils m'ont réappelé maintenant. Et pas plus tard que ce matin, tu vois, c'est marrant. Mais j'avais entraîné moi, un international argentin de rugby qui s'appelle Augustin Figueroa, dédicace à toi, si tu vois cette vidéo. Et ce matin, il m'a envoyé un message. Il me disait, Fouad, avec toutes ces années, merci de ce que tu m'as appris parce que ça me sert encore aujourd'hui. Tu vois, et lui, je l'ai bien initié au combat. Et maintenant, il est venu, il fait du sous-brésilien, il fait du MMA. Mais c'est moi qui l'ai initié, en fait. Et ce que je lui ai appris à l'époque comme technique, il m'a dit, je les étudie encore aujourd'hui. Donc, c'est cool, tu vois. Et il m'a fait une petite dédicace. Je pourrais même limite, je ne sais pas si je pourrais faire écouter, mais bon, voilà. Donc, ça fait plaisir de voir ça. Et de côtoyer donc des gens sur lesquels, à la base, jamais j'aurais dit j'aurais pu côtoyer. Karim Benzema,
Aujourd'hui, il est au summum du summum. Bah, pareil, c'est d'arriver à avoir pu travailler avec lui, c'est une grande fierté, tu vois. Alors que je viens pas du foot. Et ça arrivait plein de fois. J'avais aussi Yacine Mendy à l'époque, où je m'étais embrouillé avec le staff de l'OL parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi ils m'avaient choisi moi alors que je viens pas du foot. Et pour eux, dans leur tête, je suis dans les sports de combat, ouais, le boxeur, tu vois. Mais j'avais réussi moi à les faire prendre la vitesse, prendre la masse, et tellement que c'était pas normal pour eux, ils ont dit ouais mais il a pris la masse, c'est plus rapide, tu prends des protéines, tu dis ouais je prends la protéine et de la créatine. Ils ont dit ça te dérange pas qu'on fasse un contrôle antidopage, j'ai dit non. Tellement que pour eux c'était pas normal. Ils ont fait un contrôle antidopage, bah il avait rien le mec, tu vois. Donc voilà. Ouais, t'as changé un petit peu les codes, mais pour en revenir à ce que tu dis, ce qui est intéressant, c'est que toi, t'as pas spécialement la connaissance du domaine dans lequel tu es allé, mais en fait, moi, comment je vois les choses, c'est que, moi, en tout cas, c'est mon ressenti, quand, par exemple, je regarde tes vidéos ou je regarde tes stories Instagram ou autre, en fait, c'est toute ton énergie, ton état d'esprit, ton mindset que tu transfères, en fait, c'est ce qui donne envie. Et aujourd'hui, on n'a pas spécialement besoin de connaître en long, large et en travers la discipline dans laquelle on va s'impliquer, mais plutôt la manière dont on va transcender notre énergie, la transférer à la personne qu'on a en face de soi. Et toi, je trouve que tu le fais d'une magnifique manière et tu peux être fier de toi concrètement. Merci, merci. Bah, tu vois, si on peut donner un tips aux gens, un conseil, c'est qu'aujourd'hui, en fait, je te pose la question parce que c'est toi et en même temps, les gens, ils se posent la question, mais d'après toi, aujourd'hui, qu'est-ce qui te définit toi et qu'est-ce qui définit les gens? Qu'est-ce qui font que les gens, ils réussissent et qu'est-ce qui font que les gens, ils échouent? Et en fait, quand tu comprends dans le processus, qu'il y a un processus, en fait. Et quand tu comprends ce processus et tu le maîtrises, bah après, tu peux transférer et réussir dans n'importe quel domaine. Toi, aujourd'hui, tu veux changer, et vous qui regardez cette vidéo, si vous voulez vraiment réussir, eh ben, vous devez juste apprendre à voir les choses de manière complètement différente, changer votre perception et apprendre surtout à positiver les choses. Et à équilibrer les pensées positives avec les pensées négatives. Et une fois que tu as ce mindset-là de positif, mais en allant chercher les pensées négatives utiles, et bien terminé. Et c'est ça aussi l'arnaque du développement personnel. Il y a une partie qui est une arnaque, parce qu'il ne faut pas tout rejeter, mais c'est de faire croire aux gens que tout dépend d'eux, en fait. Et ça aussi, c'est faux. Parce qu'on a beau faire ce qu'on veut, les résultats, ils ne nous appartiennent pas. La seule chose qui nous appartient à nous, c'est nos choix, nos actions et nos pensées. Il n'y a que ça, en fait, sur lequel nous, on peut maîtriser. Donc là, je peux essayer de m'entraîner. Ça m'appartient. Mais est-ce que je vais réussir? Bah, peut-être que le mec s'entraîne plus que moi, ou il est meilleur que moi. Donc, il y a des choses qui ne nous appartiennent pas. L'erreur que font la plupart des gens, les combattants par exemple, ils pensent que parce qu'ils s'entraînent dur à l'entraînement, le combat va être facile. Et ça, combien de fois de coachs l'ont dit? Ouais, plus tu t'entraînes entraînement, plus c'est facile en combat. Mais ça, c'est faux. Qui vous dit ça? C'est complètement faux, parce que le mec en face, il est aussi entraîné que toi, et il va se déchirer, et il va te donner. Donc, le combat, il peut être super intense, tu seras fatigué. Et c'est normal que tu sois fatigué. Donc, ton entraînement, on ne va pas te permettre de ne pas être fatigué en combat. Il va juste te permettre d'être habitué et à supporter cette fatigue. C'est ça la différence. Juste cette façon de penser, tu te prépares à être fatigué le jour du combat. Alors que si tu te prépares, je m'entraîne dur et au combat, ça va être facile, je vais gagner facilement, et ben quand je vais être fatigué, et ben je vais avoir un blackout. Je me dis putain, mais je comprends pas. Je me suis entraîné super dur et je suis fatigué. Ah oui, mais fatigué, c'est normal. Donc lui, il s'est pas préparé à être fatigué. Il s'est préparé à être fatigué. Donc je sais pas si vous avez compris un peu ce que je veux dire, mais équilibrez vos pensées positives avec vos pensées négatives, mais utiles. En tout cas, merci pour tous les conseils, c'était top. J'espère que les gens apprécieront également. Dites-le dans les commentaires. Le MMA en France, il est légalisé maintenant depuis 3 ans. En France, on a beaucoup de combattants très talentueux. Est-ce que toi, justement, il y a un combattant particulier que tu vois être le porte-drapeau à l'étranger? Franchement, moi, il y en avait un que pour moi, il a largement le niveau pour être à l'UFC et en plus tout gagné. Je sais qu'à un moment donné, on l'avait sollicité, mais il avait refusé. Après, il a fait un tournoi, je ne sais plus c'était lequel. Je crois que c'est pas ONE FC, non, ou Bellator. Il avait gagné $1 million. Bernaoui. Mansour, oui. Mansour Bernaoui, tu vois. Pour moi, lui, c'est le mec vraiment. S'il y a un gars sur qui je miserais, j'aurais misé sur lui, moi. Parce qu'il battait tout le monde. Au sol, c'est un tueur à gage. Il finalise des mecs sur ceinture noire. Il a vraiment un très gros niveau. C'est dur de le finaliser. En la boxe, il a une boxe qui est atypique. Il vient du striking à la base, donc il est très bon en la boxe, mais il est très très fort au sol. Et en la lutte, il est bon. Donc c'était vraiment le gars qui était complet. Une boxe très typique et gagnait beaucoup de combats par KO, par soumission. Donc c'était vraiment le gars pour moi qui, lui, je pense, pour moi, c'était le numéro 1. Et je ne sais pas ce qu'il devient. Je ne sais pas ce qu'il est devenu. Ben là, il est engagé sur le tournoi. Il me semble que c'est le tournoi 1 million également au Bellator. Tu maîtrises tout. Tu sais tout, l'actualité. Moi, j'ai décroché. C'est bien.
On essaie de s'informer du mieux qu'on peut. Ah, En c'est tout bien. cas, moi, Fouad, vraiment, j'ai pris énormément de plaisir. Ça fait longtemps que déjà je te suis. Ah, Je suis tes vidéos. Franchement, je te dis la vérité. Moi, je suis combattant amateur en MMA. Je regarde toutes tes vidéos, cool. conseils. Il y en a beaucoup que j'ai utilisés qui m'ont aidé, que ce soit Ah, dans tes entraînements. génial, cool. Cool, cool. Donc, moi, Je vais reprendre MMA. Je vais franchement, reprendre. franchement, c'est avec grand plaisir que je pourrais regarder tes vidéos. Gros big up à toi. Fouad, si tu as un message à faire passer, tu peux y aller, ta carte blanche. Ouais, non, juste les gars, merci de nous avoir écoutés, merci pour l'interview. Juste voilà, le message que je voulais faire passer, c'est que tout est possible et on nous a mis beaucoup de croyances fausses, erronées qui sont chez nos parents, l'éducation, de l'école. Mais en fait, la vie, elle est beaucoup plus simple que ce qu'on pourrait croire. Et donc, en fait, bah, si vous avez une envie, faites-le, foncez, donnez-vous les moyens. Et même si vous avez échoué, vous aurez vécu de belles émotions, une aventure, et c'est ça le plus important. Donc voilà, donc en vrai, tout est possible, c'est le message que je veux vous donner. Ich